Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo sur la détermination de la composition d'un système chimique consacrée à l'exploitation d'une loi physique pour déterminer la composition d'un système. On verra soit une concentration, soit une quantité de matière. Ici, par loi physique, on entend une loi qui fait intervenir une grandeur obtenue par une mesure physique. On va en voir plusieurs exemples ici, notamment la pression d'un gaz qu'on mesure avec un manomètre. On pourra aussi utiliser l'absorbance d'une solution qu'on mesure avec un spectrophotomètre, ou encore la conductivité d'une solution qu'on va mesurer avec un conductimètre. Et on l'a vu dans une vidéo précédente, on pourrait aussi utiliser le pH, mesuré avec un pH mètre, mais qui nous renseigne alors sur la concentration en ion oxonium uniquement. Commençons par l'utilisation d'une mesure de pression dans un gaz. Elle va permettre de déterminer la quantité de matière de gaz grâce à une loi qui s'écrit P fois V égale nRT. On va détailler d'où vient cette loi historiquement pour l'expliquer. Première étape, en 1662 et 1672, Boyle et Mariotte montrent que le produit de la pression fois le volume d'un gaz est constant si la température l'est aussi. Deuxième étape, en 1787, Jacques Charles montre qu'à pression constante, le volume est proportionnel à la température. En 1800, Gay-Lussac montre que pour un même volume, la pression va être proportionnelle à la température. Enfin, en 1811, Avogadro montre qu'une même quantité de matière de gaz occupe toujours le même volume, évidemment pour une pression et une température identiques. Tout cela pour tous les gaz tant que la pression va être inférieure à environ 10 bars. Et c'est en 1834 qu'Émile Clapeyron fera le bilan de tous ces résultats pour énoncer ce qu'on appelle la loi des gaz parfaits, qu'on a donc cité au-dessus. Alors un gaz parfait, ça va être un gaz pour lequel le volume de ses particules est négligeable et où l'interaction entre les particules de gaz va être négligeable aussi, ce qui est donc le cas lorsque la pression est relativement faible. Dans cette relation, on retrouve la pression du gaz en pascal, le volume occupé par le gaz en mètres cubes, petit n la quantité de matière en mol, T la température, attention, en Kelvin. Pour obtenir la température en Kelvin, il faut ajouter 273,15 à la température en degrés Celsius. Et enfin, donc, R, qui est la constante des gaz parfaits, équivaut 8,314 joules par Kelvin et par mol. Dans la relation, on va évidemment pouvoir extraire petit n en faisant petit n égale P fois V divisé par R fois T. Il faut donc, pour déterminer la quantité de matière, non seulement connaître la pression, mais aussi connaître le volume et la température du gaz. Alors on peut aussi utiliser une mesure d'absorbance pour une solution. Cette absorbance, elle va nous permettre de déterminer la concentration d'une espèce en solution qui absorbe soit dans l'UV, soit dans le visible, à partir de la loi de Beer-Lambert que l'on a déjà vue. Cette loi, elle relie l'absorbance à une longueur d'onde donnée aux concentrations des espèces qui absorbent à cette longueur d'onde. Et cette loi est additive, c'est-à-dire que l'absorbance va être égale à la somme des produits de ce qu'on appelle donc l'absorption molaire, epsilon, fois L, qui est la longueur traversée, fois la concentration de l'espèce. Alors si elle absorbe cette espèce dans le visible, évidemment, elle sera colorée. On ne peut déterminer la concentration à partir d'une mesure que si la solution contient une seule espèce qui absorbe à la longueur d'onde de travail. On aura alors la relation suivante et on pourra extraire la concentration, petit c, qui vaudra A sur epsilon L. Évidemment, il faudra connaître epsilon, je rappelle, le coefficient d'absorption molaire. Petit l étant la longueur de la cuve, on le verra, qui vaut souvent 1 cm. Prenons un exemple avec une solution de permanganate de potassium pour lequel epsilon vaut 2250 litres mol-1 cm-1 pour une longueur d'onde de 525 nanomètres. On mesure pour cette solution une absorbance de 0,88. On va donc pouvoir déterminer la concentration en faisant A sur epsilon fois L, avec le L qui vaudra donc 1 cm, comme la taille de la cuve que l'on voit là. Et le résultat est donc 3,9, 10,4 mol par litre. Dernier exemple, avec l'utilisation de la conductivité d'une solution. Elle va permettre, cette conductivité, de déterminer la concentration d'une espèce ionique en solution à partir de ce qu'on appellera la loi de Coleraut. Alors expliquons un petit peu.
En fait, la présence d'ions en solution permet à cette solution de conduire le courant électrique. On va pouvoir mesurer ce qu'on appelle la conductance de la solution, qui sera l'inverse de la résistance, qui est donc égale à I sur U, parce que ça va respecter ici aussi la loi d'Ohm. Et on constate que cette conductance, elle dépend de plusieurs choses. Première partie, de ce qu'on va appeler la cellule de mesure, avec la surface des électrodes, que l'on peut voir ici sur le schéma, et petit l qui va être la distance entre les deux électrodes. Et elle va dépendre aussi de ce qu'on appelle sigma, la conductivité, qui elle est liée aux concentrations des espèces ioniques présentes dans la solution. Tout comme l'absorbance, la conductivité va être additive, c'est-à-dire qu'on va additionner tous les produits lambda I fois concentration dxi. Lambda I étant ce qu'on appelle la conductivité molaire ionique. Regardons les unités. La conductivité va être en Siemens par mètre. Les lambda en Siemens mètre carré mol moins 1. Et alors là, attention, la concentration ou les concentrations seront en mol par mètre cube. Donc il faut faire très attention ici, ce n'est pas des mols par litre. On ne peut, une fois encore, déterminer la concentration à partir d'une mesure de conductivité que si la solution ne contient qu'un seul composé ionique, c'est-à-dire un seul type de cation et un seul type d'anion. Pourquoi ? Parce que la conductivité va s'écrire lambda du cation fois la concentration du cation, plus le lambda de l'anion fois la concentration de l'anion. Et si on connaît les conductivités molaires ioniques, c'est-à-dire les lambda de chaque ion, alors on va pouvoir en déduire la concentration de chacun des ions, puisqu'elle est liée à la concentration petit c en soluté apportée. Je vous conseille d'aller revoir la vidéo sur la dissolution et la notion de concentration d'espèces. Regardons ça sur un exemple. On va prendre une solution de chlorure de cuivre CuCl2 pour laquelle on va mesurer une conductivité sigma qui vaut 97 millisiemens par mètre. On verra que millisiemens c'est pratique puisque souvent les lambda sont donnés aussi en millisiemens. Pour cette solution, la conductivité va s'écrire donc le lambda pour l'ion Cu2+, fois la concentration de Cu2+, plus le lambda de Cl- fois la concentration de Cl-. On doit se rappeler que la dissolution du chlorure de cuivre va donner un ion cuivre Cu2+, et 2 ions chlorure Cl-. Ce qui signifie que la concentration en ion Cu2+, va être égale à la concentration en soluté apportée, alors que la concentration en ion chlorure, elle, va être égale à 2 fois la concentration en soluté apportée. Par conséquent, le sigma va s'écrire de cette façon-là, et en mettant petit c en facteur, on peut obtenir ceci. Et ensuite, à partir de là, on va être capable d'en déduire la concentration de petit c en faisant le calcul suivant. On remplace par les différentes valeurs, donc je précise que les valeurs données pour les lambda, c'est-à-dire les conductivités molaires ioniques ici sont en millisiemens mètre carré mol moins 1, donc on a bien quelque chose de cohérent avec la conductivité au-dessus qui est en millisiemens. Et par contre, attention, on obtient ici une concentration en mol par mètre cube. Il faudra diviser par 1000 pour obtenir la concentration en mol par litre. Voilà, dans cette vidéo, on a vu 3 façons d'obtenir une composition, que ce soit une concentration ou une quantité de matière à partir de mesures physiques. On verra dans une vidéo suivante comment on peut faire à peu près la même chose, mais sans avoir besoin de connaître les différentes constantes, c'est-à-dire conductivité molaire ou absorption molaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.